Au sommet de cette édition, le thème de la maturité spirituelle a été débattu le 27 novembre 2016 au temps de prière hebdomadaire Élie et les Bals à Cocody. L'ONG La Cité du Refuge, dirigée par Mme Esther Gueblon, a organisé une remise de dons en faveur des veuves et orphelins à Yopougon. Culte spécial d'action de grâce à l'église évangélique de Pentecôte Michel Vaco Ministries, l'homme de Dieu a présenté à son peuple ses différentes distinctions. En Afrique, le ministre angolais de la Défense, João Lourenço, va prendre la tête du parti au pouvoir. Bienvenue et merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis. Au chapitre Religion, le temps de prière hebdomadaire Élie et les Bals est désormais un rendez-vous incontournable dans la commune de Cocody, initié par le berger Achia Pacom Marie, berger du Centre Excellence d'Angré. Ce programme a rassemblé le peuple de Dieu autour du thème de la maturité spirituelle le dimanche 27 novembre 2016. En voici un compte rendu. Se connecter à l'onction de Dieu, c'est se connecter à la bénédiction. Et cette bénédiction, les enfants de Dieu l'ont obtenue ce dimanche 27 novembre à cette nouvelle édition d'Élie et les Bals, le Dieu qui répond par le feu, prière organisée par le Centre d'Excellence d'Angré. Un temps de combat, de délivrance et surtout de victoire mené par le peuple avec comme guide le berger Achia Pacom Marie. Les fils et filles du Seigneur ont été libérés de la sorcellerie, des liens ancestraux, des prisons sataniques et autres liens qui les tenaient captifs. La démonstration du surnaturel dans le monde matériel était palpable. Les miracles, fruits de l'amour de Dieu sur la terre, étaient également palpables. Ce petit garçon de 4 ans avait été déclaré drépanocytaire depuis 2013. Il souffrait de la forme la plus grave. La médecine était impuissante. Aujourd'hui, il a retrouvé la guérison. Sa mère est venue dire merci à Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que vraiment c'est un grand miracle. Je vais aller aussi montrer à ce docteur. Ils ont dit SS peut jamais devenir AA. Moi je suis AS. L'enfant est devenu AA. C'est-à-dire il n'a même plus de traces de maladie dans son sang. Durant ce temps, l'Assemblée s'est également nourrie de la parole de Dieu, une nourriture donnée par le berger Achia Pacom Marie sur la maturité spirituelle. Selon l'homme de Dieu, cette maturité qui nous permet d'entrer dans les secrets de Dieu pour remporter les combats contre le mal s'acquiert par décision. Une décision personnelle qu'il faut entretenir, renforcer à travers notre comportement au quotidien. À Élie et les Bals, le feu céleste est descendu apporter la délivrance au peuple. Amen. L'ONG La Cité du Refuge, dirigée par Mme Esther Gueblon, a organisé une remise de dons aux veuves et orphelins de la commune de Yopougon le samedi 26 novembre 2016. La mission charismatique des vainqueurs a servi de cadre à cette belle cérémonie. Le samedi 26 novembre 2016, l'ONG La Cité du Refuge a soulagé de cœur à la mission charismatique des vainqueurs de la commune de Yopougon, dirigée par le pasteur Jean-Eddy Kwasi. Pour la sortie officielle de cette ONG, les invités ont répondu massivement à cet événement spécial. Une vision particulière pour la gloire du Tout-Puissant. Après des notes de musique bien distillées par le groupe de louanges, la visionnaire de l'ONG La Cité des Refuges, Mme Esther Gueblon, a situé les objectifs et la vision de cette organisation où le leitmotiv est que l'amour de Dieu soit partagé autour de ses enfants. Et c'est une ONG chrétienne. Elle parlera de l'évangélisation, elle soutiendra l'évangélisation, elle apportera des solutions aux problèmes spirituels des hommes et elle permettra que la parole de Dieu soit divulguée. Elle soutiendra vraiment tout ce qui est programme d'évangélisation. Donc c'est une ONG vraiment qui pourra travailler dans tous les domaines. Et à part le côté spirituel, l'ONG a pour vision de réduire selon la grâce les disparités financières et matérielles. Et comme je le disais tout à l'heure, elle est à même de prendre en compte tout ce qui est problème que les hommes rencontrent. À la suite du discours de Mme Gueblon, le pasteur Jean-Eddy Kwasi, responsable de la mission charismatique des vainqueurs, a spirituellement nourri le peuple. Dieu sait que le monde, dans son évolution, qu'on voulait autour, oui ou non, tôt ou tard, les gens vont créer des clans. Et Dieu donc a regardé tout ça, les clans, les églises avec leur nom, les organisations avec leur façon de faire, avec leur affinité, les gens qui aiment aider. Et Dieu a créé, si vous voulez, il a déterminé, il a imaginé, il a même identifié une religion qui est sans tache, une religion qui est pure.
c'est la religion qui a la main sur le cœur, c'est la religion qui sait aider le pauvre, c'est la religion qui sait aider le malheureux. Après toutes ces différentes articulations, place à la remise des dons, symbole de la manifestation de l'amour, pour que le Tout-Puissant soit célébré et magnifié. Une belle cérémonie où l'amour était le maître mot. Que toute la gloire revienne à l'Éternel pour tous ces cœurs joyeux. Que Dieu vous bénisse. Cette fois-ci, à Abobo, un culte spécial d'action de grâce a été célébré le dimanche 4 décembre 2016 à l'église évangélique de Pentecôte Michel Vaco Ministries. L'homme de Dieu a profité de cette occasion pour présenter au peuple de Dieu les distinctions qu'il a obtenues. Le dimanche 4 décembre 2016, à l'église évangélique Pentecôte Michel Vaco Ministry, l'Éternel a été grandement et puissamment célébré à travers un culte d'action de grâce. Un culte spécial qui marquait une reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans la vie de son serviteur, le révérend Michel Vaco. Président fondateur de Michel Vaco Ministry et fondateur de l'université L'Esprit, faculté de théologie charismatique. L'homme de Dieu a été distingué à travers des prix et non des moindres. Ses enfants spirituels n'ont pas été en reste de cet événement grandiose à travers lequel ils ont bien voulu honorer leur père ce dimanche. En témoigne son entrée avec des pas de danse au son de la fanfare. Pour cette belle circonstance, le prophète Hervé Datro a donné les oracles du Seigneur à travers un message bien distillé. Quand Élisée a été appelé par Élie, il a rapidement, c'est ce qu'il faisait, et il a sacrifié une paire de taureaux, de bœufs à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le taureau symbolise aussi la force. Et lui a donné 2 taureaux en action de grâce à l'Éternel pour le ministère dans lequel il est rentré. Par anticipation, il avait déjà scellé la double portion d'onction qu'il devait demander à lui. Après ces différents discours et témoignages, prestations de chantres, participation au sud de la famille et de la part des fidèles de l'église, le révérend Michel Vaco s'est prononcé sur l'envergure de cette célébration. L'église, dans son ensemble, a décidé d'organiser un culte spécial dans le but tout simplement de remercier le Seigneur en nous souvenant de l'acte que l'un des lépreux, ce Samaritain a posé dans la vie de Jésus. Et ce sont sur des mots de bénédiction que ce beau culte d'action de grâce a pris fin. Que Dieu vous bénisse. Rendons-nous à présent à Bédiala dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire où s'est tenue la 11e convention du camp de prière du MIGES, le ministère international glorieux du Saint-Esprit. En voici les temps forts. Situé à 35 km de Daloa, Bédiala est une sous-préfecture cosmopolite où se trouve le camp de prière MIGES, un ministère international glorieux du Saint-Esprit qui existe depuis 2006 et dirigé par le prophète Jeremy Blessing qui a organisé la 11e convention du 31 novembre au 4 décembre 2016 en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières. Le thème qui a réuni les fidèles était la puissance de la reconnaissance avec au programme plusieurs serviteurs de Dieu dont le prophète Élie Samuel Manation, orateur principal, père fondateur de l'église Corps de Christ. Le prophète Jeremy Blessing, fondateur du camp, a dit comment le lieu a été créé, les difficultés rencontrées de 2006 qui ont fait naître cet hôpital spirituel. Il faut dire que depuis mon arrivée ici, le camp de prière a d'abord beaucoup apporté pour la vie de Bédiala. Je suis arrivé ici, Bédiala est presque un campement, mais par l'intervention miraculeuse de notre Seigneur Jésus, aujourd'hui, Bédiala est devenu une ville. Par nos prières, le collège qui avait des difficultés, aujourd'hui tout marche bien, et l'hôpital tout marche bien. Dans sa prêche, le prophète Samuel Élie Manation, orateur du jour, a donné son message au peuple. Il a ensuite demandé au Seigneur de veiller sur la Côte d'Ivoire et que la paix soit le partage des Ivoiriens. Poursuivant sur le thème, il a demandé à tout le monde de développer de bons caractères, investir dans la maison de Dieu afin de bénéficier des bénédictions réservées à chacun d'eux, car Dieu n'a jamais accepté que ses enfants soient pauvres. Être reconnaissant à Dieu détruit un handicap en chacun, Dieu multiplie, détruit et change notre destinée.
Il a aussi ajouté, lorsqu'on fuit des offrandes, on fuit nos bénédictions. Le prophète Élie Samuel, orateur principal de cette 11e convention, a demandé à l'Éternel des délivrances, des guérisons, des miracles ont aussi été opérés. Les fidèles sont repartis très heureux. Dans l'actualité africaine, les Ghanéens ont voté ce mercredi pour élire un nouveau président. Dans la dernière ligne droite de campagne, le président sortant John Mahama Dramani et son rival Nana Akufo-Addo ont multiplié les meetings pour convaincre les électeurs. Une foule rouge, verte, blanche et noire est venue soutenir le président sortant John Mahama Dramani. Après 8 ans à la tête du Ghana, il brigue un second mandat malgré un bilan marqué par l'affaiblissement de l'économie du pays, tout en riche en minerais et en pétrole. Nous avons fait beaucoup de choses pour le Ghana. Et nous avons encore du travail. On pourra seulement continuer à avancer si on reste dans la course. Son principal adversaire, Nana Akufo-Addo, se présente pour la 3e fois à la présidence. Il souhaite bien profiter des mauvais résultats économiques pour enfin prendre les rênes du Ghana. Il a notamment axé sa campagne sur les soupçons de corruption qui entachent le parti au pouvoir. Je pense que notre programme est plus acceptable pour les gens à la vue des circonstances dans le pays. Le président et son parti ont appauvri l'économie du Ghana et ils ont apporté beaucoup de difficultés. C'est pourquoi je pense que nous avons des chances de gagner. Plus de 15 millions de Ghanéens sont appelés aux urnes mercredi. Leurs préoccupations se concentrent avant tout sur le chômage et la hausse du coût de la vie. Près d'un quart des habitants du pays vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous attendons toujours que nos enfants aillent à l'école. Le Ghana doit avoir un meilleur futur. Le dollar est élevé, donc tout est cher. Nous voulons le changement et qu'un nouveau président vienne. Les résultats du scrutin s'annoncent serrés entre le président sortant et son principal opposant. Un second tour pourrait se tenir plus tard en décembre si aucun des 7 candidats n'obtient la majorité des suffrages. Quelques tensions sporadiques pourraient éclater dans certaines régions, mais il est peu probable que le pays, qui se félicite régulièrement de son climat de paix, ne bascule dans la violence. En Afrique du Sud, l'Alliance démocratique n'est pas d'accord avec le retrait de la CPI. L'Alliance démocratique, le principal parti de l'opposition sud-africaine, a déposé une requête afin de s'opposer au projet du gouvernement de retrait de l'Afrique du Sud de la CPI. L'Alliance démocratique, le principal parti de l'opposition sud-africaine, a déposé ce lundi une requête visant à saper le projet gouvernemental de retrait de l'Afrique du Sud de la CPI. La décision de retirer le pays du statut de Rome fait suite à un différend datant de 2015 entre l'État sud-africain et la CPI relatif à l'incapacité de l'Afrique du Sud à arrêter le président soudanais Omar el-Béchir lors d'un sommet de l'UEA qui a eu lieu sur le sol sud-africain. Le cabinet juridique de l'Alliance démocratique affirme que le retrait de la CPI donnera carte libre aux adeptes du non-respect des droits de l'homme si le système judiciaire sud-africain n'est pas disposé à les défendre. La question à se poser est, le gouvernement a-t-il, par sa conduite, enlevé une couche de protection des droits humains? Et selon nous, c'est exactement ce qu'il a fait. Parce que cela signifie que si notre système judiciaire est incapable d'agir, nos citoyens ne seront pas en mesure de faire en sorte que les auteurs des violations des droits de l'homme soient poursuivis par la CPI. C'est une question d'une importance fondamentale. L'AD conteste la rationalité et la constitutionnalité de la décision du gouvernement qui, selon elle, porte atteinte au Parlement du pays qui a ratifié l'adhésion de l'Afrique du Sud à la Cour pénale internationale. Nous aimerions que cette décision soit annulée car elle est anticonstitutionnelle. Nous aimerions que la décision soit renvoyée au Parlement sud-africain afin que nous puissions prendre une décision claire et logique. Et nous aimerions que le tribunal dise que le fait de se retirer de la CPI à ce stade, alors qu'il n'y a pas d'autre régime en place, serait irrationnel. Le retrait qui devrait entrer en vigueur en octobre 2017 fera de l'Afrique du Sud le premier pays à quitter la CPI.
En Angola, le ministre de la Défense João Lourenço va prendre la tête du MPLA, le parti au pouvoir qui le représentera aux élections générales. Il a été proposé par le président José Eduardo dos Santos qui, lui, quitte la scène politique. Lourenço devrait être officiellement adoubé samedi lors des célébrations du 60e anniversaire du parti, si tout se passe selon les plans et que Eduardo dos Santos quitte effectivement le pouvoir. Sous sa direction, l'Angola a perfectionné son rôle de kleptocratie africaine. Les membres de sa famille sont extrêmement riches et je pense que leur emprise sur l'économie angolaise est totale. Son parti contrôle la politique dans ce pays et je ne pense pas que son départ permettra nécessairement un changement de conditions en Angola. Si João Lourenço est candidat à la présidentielle, il est peu probable qu'il puisse changer les choses. Je pense que son rôle sera de s'assurer de la postérité de Dos Santos, parce qu'il a l'armée derrière lui. La route du changement a été préparée avec soin, selon les analyses de ce PDG. Quand un dirigeant est capable de dire avec confiance « je vais me retirer », cela veut dire qu'il a confiance dans le fait que le système et l'établissement qui l'ont porté au pouvoir sont très solides et que rien ne va changer après son départ. L'emprise de la famille Dos Santos sur le pays va bien au-delà de la sphère économique. Ce qui a été bizarre lors du dernier congrès, c'est que pour la première fois, José était aussi là et a voté au sein du comité central. José et Westwicha dos Santos, la fille, et Zenu Filomeno, l'un de ses fils, qui a aussi voté au sein du comité central. Lui par le biais de l'aile des jeunes, elle par le biais de la Ligue des femmes. Avec ces dernières évolutions, il est peu probable que l'on assiste à un changement de régime. Vous voulez qu'il y ait un changement forcé, mais si personne n'est poussé vers la sortie à l'exil, cela veut dire que sous la surface, il y a le commencement d'un changement dans le système ou une sorte d'instabilité. Si les violences ont provoqué une crise alimentaire aiguë dans le nord-est du Nigeria, Abuja estime cependant que les chiffres internationaux sont exagérés. La présidence nigériane conteste les bilans alimentaires faits par la communauté internationale. C'est un rapport qui passe mal pour les autorités nigérianes qui accusent les Nations Unies d'exagérer la gravité de la crise alimentaire provoquée par Boko Haram et de tenter ainsi d'encaisser un plus grand nombre de dons. Le groupe terroriste qui souhaite établir un État islamique sévit dans le nord-est du pays depuis 2009, entraînant le déplacement de millions d'habitants. L'impact sur les activités agricoles et commerciales est désastreux. Plus tôt cette semaine, l'ONU lançait un appel aux dons d'1 milliard de dollars pour l'année 2017, somme nécessaire selon l'organisation pour venir en aide aux 7 millions de victimes collatérales de Boko Haram. Selon une autre organisation, près de 5 millions de personnes dans le nord-est sont dans le besoin d'une aide alimentaire et 400 000 enfants courent un risque imminent de famine. Des chiffres démentis par le gouvernement nigérian, les agences humanitaires chercheraient selon eux à spéculer sur une crainte inexistante de famine massive. Si l'armée gagne du terrain dans sa lutte contre Boko Haram, le tribut payé par les populations se compte en vies humaines, 20 000 tués et plus de 2,5 millions de déplacés depuis le début du conflit. Toujours au Nigeria, le secteur touristique est l'un des moins exploités dans ce pays. Les nombreuses destinations touristiques dont regorge le pays auraient pourtant pu apporter de potentiels revenus. La plupart des Nigérians s'accordent pour dire que le pays a un potentiel touristique énorme. Le pays dispose de certains des plus beaux paysages que la nature a à offrir, en plus d'une culture riche et diverse. Mais il n'y a pas de touristes, car le secteur a été négligé. Le potentiel du tourisme est autour de nous, à gauche, à droite, au centre. Mais comme dit le proverbe, le pasteur dans sa ville n'est pas réellement estimé. Et c'est une blague en ce qui me concerne, et pour confirmer cela, vous n'avez qu'à aller à l'ambassade du Nigeria et dire que vous allez au Nigeria pour du tourisme. Même le personnel de l'ambassade va rigoler en disant « Aller au Nigeria? Du tourisme? Où ?» Voilà où on en est.
Le résultat a été une sévère pénurie dans les devises étrangères et aussi dans l'industrie hôtelière. Le président de l'Association nationale des agences de voyage du Nigeria, Bankole Bernard, indique que les choses n'ont pas été si mauvaises, qu'il y a eu de l'investissement dans le tourisme et le tourisme intérieur. Quand nous avons des compagnies aériennes étrangères qui partent, car elles ne peuvent pas rapatrier leurs fonds, et que le coût d'un voyage à l'étranger est si énorme que les gens n'ont pas d'autre choix que de regarder au niveau national, on se rend compte que nous avons beaucoup d'endroits à visiter, et que ces sites sont devenus des attractions touristiques pour les touristes nigérians et étrangers. L'approche du Nigeria avec le tourisme intérieur a été longtemps négligée sans qu'il n'y ait d'efforts voulus pour exploiter les occasions disponibles. La plupart des sites touristiques sont contrôlés par le gouvernement et sont peu développés. Ce que nous avons réellement besoin de développer dans ce pays, c'est le tourisme domestique. C'est ce qui a aidé l'Afrique du Sud. Le tourisme intérieur, le peuple visite ce que le pays a à lui offrir. Il y a déjà trop de Nigérians au Nigeria. Avec plus de 150 millions de personnes, tout ce qu'il vous faut, c'est 5000 visiteurs. Et vous seriez OK. Ce que nous avons fait avec notre tourisme intérieur, c'est que nous l'avons tout simplement abandonné et que nous attendons que des miracles se produisent. Le gouvernement devrait permettre au secteur privé de mener cet aspect. Après les revenus pétroliers à la baisse, le gouvernement admet que le tourisme est un secteur auquel il faut prêter plus d'attention pour l'intégrer à sa campagne de diversification. Pour les experts, le secteur de l'aviation est le secteur par où commencer pour qu'il accorde plus de soutien au tourisme intérieur. Si nous réparons notre secteur aéronautique, croyez-moi, le tourisme va se développer. Nous avons près de 22 aéroports au Nigeria. Mais combien de ces 22 aéroports sont fonctionnels? Pouvez-vous vous lever le matin et vous dire « Allons à Sokoto, c'est facile ». Mais y a-t-il un vol pour là-bas? Non, c'est juste pas possible. En Guinée, une association de jeunes recueille des signatures afin de pousser les députés à légiférer sur le secteur du loyer. Dans ce pays, le loyer est élevé et les conditions d'obtention sont difficiles. Il sillonne Conakry à la récolte des signatures des populations dans une pétition contre la cherté du loyer en Guinée. L'ONG Destin en main mène en ce moment une campagne de sensibilisation et de mobilisation afin d'attirer l'attention des autorités sur la fragilité des revenus des Guinéens moyens. La cherté du loyer est en effet l'une des plus grandes charges des citoyens, tant par son coût élevé que par ses conditions d'accès. Impossible pour ces jeunes de continuer à supporter cette situation. Pour eux, les députés doivent légiférer. On demande plus de 10 mois, plus de 1 an, plus de 2 ans d'avance. Et de l'autre côté, avec une caution et avec des démarcheurs qui sont illégaux, qui essayent de renchérir encore de plus les loyers. L'État lui-même perd énormément d'argent parce qu'il y a un vide juridique qui se ressent et des individus continuent à faire la loi à la place de l'État. Je m'adresse principalement à nos députés. Je pense qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans le processus de développement de notre pays. Leur message semble plutôt bien toucher les populations. Outre des images de protestation qu'ils font circuler sur les réseaux sociaux, ils récoltent surtout des signatures contre le loyer cher. La situation est préoccupante pour l'ensemble des Guinéens dont les revenus ne peuvent pas couvrir parfois des charges liées à un loyer décent. On demande des 2 millions, 3 millions en avance pour des personnes qui gagnent, on va dire, en moyenne 300 à 600 000 francs par mois. C'est hallucinant. Comment vous voulez qu'après qu'il n'y ait pas de bidonville ou que les gens ne veulent pas écouter la loi? Les conditions de vie qui s'accentuent de jour en jour, et il va falloir qu'on se lève pour faire comprendre à tout le monde qu'il faut protéger les pauvres et les démunis. L'accès à un logement relève d'un réel parcours de combattants, surtout dans la capitale Conakry. Certains bailleurs réclament des avances de 2 ans de loyer et pour ceux qui en demandent moins, ce sont 6 mois d'avance. Des coûts insupportables alors que le SMIC en Guinée est de 440 000 francs guinéens, soit moins de 50 €. Le mobilier reste pour l'heure l'un des secteurs qui ne fait l'objet d'aucune réglementation. Au Pakistan, depuis des décennies, le lac Monchar héberge un village flottant dont les habitants vivent exclusivement de la pêche. Mais les eaux usées qui se déversent dans le plus grand lac du Pakistan depuis 30 ans l'ont rendu invivable, aussi pour les poissons que pour les pêcheurs. Un village au fil de l'eau. Le lac Monchar, la plus vaste étendue d'eau douce au Pakistan, héberge la tribu de pêcheurs des Mohana depuis des siècles.
Mohamed Youssouf est né et a grandi sur ces eaux, tout comme son épouse et leurs 9 enfants. Mais rien n'est plus comme avant. Quand on était enfant, on vivait bien. Il y avait toutes sortes de poissons et aussi plein d'espèces d'oiseaux différentes. On gagnait bien notre vie. Quand mon père partait pêcher, il revenait avec plus de 100 kilos de poissons. Maintenant, c'est différent. Il n'y a plus de poissons parce que l'eau est polluée. Tout a basculé dans les années 70 quand les autorités ont construit une série de drains et canaux. Depuis, les eaux usées de la province se déversent ici, sans traitement. Elles viennent de l'agriculture, avec leur dose d'engrais et de pesticides, mais aussi de l'industrie ou encore des égouts des grandes villes. Dans les années 2000, des travaux ont été lancés pour les acheminer ailleurs, mais le projet est à l'arrêt, faute de fonds. Ce lac est un don de Dieu, c'est une bénédiction. C'était la responsabilité principale du gouvernement d'en prendre soin et de l'embellir. Mais toute sa beauté a été ruinée. Le mode de vie des habitants a été détruit et c'est toute une civilisation qui est en train de disparaître. Ça fait mal de voir ça. La pêche a chuté de plus de 15 000 tonnes par an dans les années 70 à quelques milliers ces dernières années. L'eau, elle, n'est plus potable et les légumes ne poussent plus sur le limon. Privés de ressources, de nombreux pêcheurs n'ont eu d'autre choix que de s'exiler, mais la vie sur Terre est encore plus rude. On n'a pas accès à l'eau ni de système de filtration. Personne ne se soucie de nous. Mes bateaux ont été détruits dans une tempête et des inondations. Aujourd'hui, on est si pauvre qu'on n'a même pas un ustensile de cuisine. Mohamed a peur de connaître le même destin. Il estime que son bateau tiendra encore 5 ans, mais après il n'aura plus les moyens de le réparer. Aujourd'hui, il ne reste qu'une quarantaine de barges comme la sienne. Si rien n'est fait pour sauver le lac, c'est tout le village flottant qui risque de disparaître. Nous avons été ravis de vous présenter ce journal. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt sur The Blessing Channel.